Kotoba celebrating the town of Bamenda Day, a town that is unfortunately, it has turned into a ghost town. Schools were to resume yesterday in Bamenda, but nothing happened. No school in the northwest, neither in the southwest region. Schools have not reopened that way, and the towns of Bamenda, Boya, Kumba, Limbe, in fact the major towns in the northwest and southwest regions remain ghost towns. The trade unionists, teachers, trade unionists who are striking since November 21 have said no to the government dialogue, and they have not uplifted the ban on their strike action. So the strike is still on. No school. The government members were yesterday in the town of Bamenda, where they visited some schools, thinking that their presence could influence parents to send their kids to school, but no, it didn't happen. Most parents expressed this scare. They said people had been threatening in the quarters that should they see students in uniform, those students will find it difficult with them. So that's the situation in the northwest and southwest regions. We leave you in the company of music still. It's on Siantu Podium, the best of radios, the best of programs. Il est 8 heures. We are 5 minutes after 9 by our studio clock. It's time for us to go talk environment. One of us here, that's Ebenezer Diki, met with experts in sustainable development of our forests, and he conducted an interview, very interesting, very important, with them on how to manage our forest, how to manage our forest sustainably. And in a few minutes from now, you shall be listening. You shall be listening to them. You shall be getting their explanations. So pay attention, keen attention, because they have very interesting information for you, our listeners. Dicky, I'll let you introduce that part of the program. Ouais, cette deuxième partie. Donc, il faut préciser, Vanessa, comme tu viens de le dire, que notre deuxième partie de Siantu Podium aujourd'hui, ce 10 janvier 2017, est en grande partie consacrée donc au projet de mise en œuvre du système normalisé de l'observation indépendante externe, en abrégé SNOIE. En fait, il faut d'abord préciser aux auditeurs que l'observation indépendante, c'est quoi? L'État du Cameroun peut accorder des licences d'exploitation des zones forestières à certaines entreprises avec des cahiers de charges et avec des règles qu'il faut respecter. Mais il arrive de temps en temps que certaines entreprises ne respectent pas ces règles. Donc, l'État a la Brigade nationale de contrôle au ministère des Forêts qui peut aller contrôler. L'État a également permis aux organisations de la société civile de pouvoir aller contrôler et faire des dénonciations au cas où ces règles ne sont pas respectées. Alors, on s'est rendu compte par le passé que plusieurs personnes, certains membres de certaines sociétés civiles faisaient des dénonciations en désordre qui ne reposaient sur rien. Alors, une association, à savoir l'association Forêt et Développement Rural, a donc mis en œuvre ce qu'on appelle le système normalisé de l'observation indépendante externe, en abrégé SNOIE. En fait, le système, le SNOI, c'est son abréviation, est un projet qui participe de la mise en œuvre même de l'accord de partenariat volontaire très connu sous l'appellation de l'APV-FLEC que le Cameroun a signé avec l'Union européenne pour le commerce légal de son bois. Aussi, le SNOI contribue-t-il à la gestion, comme tu l'as dit, durable dans des ressources forestières au Cameroun. La coordination, je l'ai annoncé au début, la coordination du SNOI est donc assurée par l'Association Forêt et Développement, en abrégé FODER. Les rapports d'observation indépendantes externes ici, qui sont réalisés dans le cadre de ce système, sont remis à l'appréciation d'un comité d'évaluation technique éthique avant d'être transmis à l'autorité compétente. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que le système, sa raison d'être, le problème que ce système vient résoudre, sa fonction et bien entendu les résultats obtenus jusque-là, nous avons organisé une petite table ronde, n'est-ce pas, avec 4 personnalités de ressources. D'abord, vous avez Madame Angeline Mojo Kamdem. Elle est membre de la coordination du système normalisé de l'observation indépendante externe. Il y a également Hervé Joël Numpen. Il est également membre de la coordination du système. Et bien entendu, les spécialistes des questions de normes. Un chercheur au CIFOR. Le CIFOR ici, c'est le Centre international pour la recherche en agroforesterie, Edouard Essian. Il est également membre du CETE. Le CETE, c'est le comité d'évaluation technique et éthique. Et enfin, un avocat, Maître Patrice Tapchem. Il est avocat au barreau du Cameroun, expert en droit pénal et membre lui aussi du comité d'évaluation. Alors, je vais permettre aux auditeurs d'écouter cette table ronde que nous avons réalisée avec les 4 personnalités. Du côté de la technique, si on est prêt, allez, on y va. Madame Kamdem, quand on parle du système normalisé d'observation indépendante et externe, concrètement, pour mettre tous les auditeurs au même niveau de compréhension, c'est quoi?
Ok, merci Ebenezer pour cette question. Le système normalisé d'observation indépendant externe est un ensemble de procédés de surveillance de l'exploitation des ressources naturelles basés sur les exigences de la norme internationale ISO 9001-2008 qui aujourd'hui a évolué pour devenir la norme ISO 9001-2015. Mais il est important de noter que la spécificité du système est que l'exploitation des ressources, l'observation indépendante externe des forêts devrait s'inscrire dans une démarche processus, à savoir le processus observation, le processus vérification et le processus communication et lobbying. On reviendra sur ces différents aspects tout à l'heure, mais vous avez évoqué une notion tout à l'heure, celle de la norme. Je voudrais m'adresser à celui qui visiblement est le spécialiste de la norme dans ce système-là. Hervé, dites-nous exactement de quelle norme s'agit-il? Il s'agit de la norme internationale ISO 9001-2008. Cette norme vise davantage le management d'une organisation en intégrant l'approche processus. L'approche processus qui vise également aussi à pouvoir manager l'entreprise au quotidien en la décomposant. Donc ici, dans le cadre du système normalisé d'observation indépendante externe, on a plus mis l'accent sur l'observation, la vérification, la communication et le lobbying. Je reviens sur Madame Kamdem. Que recherche exactement le système? Ok, le système a été conçu pour résoudre des problèmes, j'ai dit, observés dans la mise en œuvre de l'observation indépendante externe, notamment le cumul des responsabilités par une seule OSC qui mène de l'organisation de la société civile, parce qu'à l'époque, c'est une seule organisation qui menait les activités d'observation, qui faisait la vérification et qui en même temps devait se charger de faire le lobbying et le plaidoyer au niveau de l'administration compétente. Mais le système est venu résoudre ce problème-là déjà en éclatant un processus où c'est une organisation qui mène l'observation, une autre fait la vérification, une autre fait le lobbying. Également, il faut dire que le système est venu harmoniser, essayer un peu d'harmoniser les approches d'observation indépendante externe, parce que à l'époque, c'est une seule OSC, il y avait une seule OSC qui intervenait dans le domaine, et les OSC qui y travaillaient n'avaient pas une approche unie. Non, il était question qu'on essaie un peu d'harmoniser les approches pour avoir une seule méthodologie de réalisation d'observation indépendante. Et également, il y avait un rapport parfois conflictuel entre l'autorité compétente et les OSC qui étaient impliqués dans l'observation indépendante. Il y avait aussi cette question de durée, de durée des rapportages, parce que il y a la distance qu'il y avait entre la réalisation d'une activité d'OI et la transmission du rapport à l'autorité compétente était tellement élevé, et le système est venu aujourd'hui pour essayer un peu de raccourcir cette durée-là pour que les rapports soient transmis en temps réel. Je vais me retourner une fois de plus, c'est pas que j'ai oublié les autres panélistes, du côté de Hervé pour lui demander comment fonctionne le système. Pour commencer, le système fonctionne de façon simple, ici en s'appuyant davantage sur les organisations locales. Le SNOI, le système normalisé d'observation indépendante externe, comme disait Angéline, ici tient à pouvoir impliquer les organisations locales. Au départ, c'était des organisations, l'ensemble des organisations locales et nationales qui faisaient l'observation indépendante externe. Bon, maintenant, le système vient plutôt s'appuyer sur les organisations locales pour raccourcir, en même temps réduire le délai de transmission. Parce que déjà, quand une organisation locale observe et documente, et maintenant la tâche qui lui revient, c'est de transmettre le rapport au niveau de la coordination centrale, de manière à ce que la coordination à travers le comité d'évaluation technique et éthique commente le rapport afin que l'organisation intègre pour pouvoir directement acheminer le rapport au niveau de l'autorité compétente. Donc ici, le SNOE vient à impliquer davantage les organisations locales, et oui, avec l'appui du comité d'évaluation technique et éthique. Vous me passez le ballon en parlant du CTE. Je vais me retourner du côté du chercheur. Edouard Essian, le CTE, c'est quoi aussi? C'est quand même un acronyme qu'on apprend comme ça, c'est quoi? Le CTE, comme ça s'écrit, c'est le comité technique et éthique qui évalue les rapports qui sont montés par les organisations de la société civile sur le terrain. Et ces rapports sont évalués dans ce comité
avec tous les membres. Les membres reçoivent les rapports peut-être une semaine en moyenne avant, pour prendre connaissance de ce qui s'est passé sur le terrain, et ils évaluent la pertinence des faits. On s'assure que les dénonciateurs sont protégés, on s'assure que juridiquement les faits sont avérés, et puis que le rapport peut être transmis à l'autorité compétente. Je vais donner la parole maintenant au praticien du droit qui est aussi membre du CTE. Maître, quel est le profil de ceux qui composent ce comité? Merci M. Diki de me donner la parole. Je vais commencer par vous dire que c'est un comité pluridisciplinaire regroupant un certain nombre d'experts en fonction de leur formation d'origine et de leur évolution professionnelle. Donc, vous avez des spécialistes environnementaux, vous avez des spécialistes forestiers, vous avez même des juristes environnementaux. Pour moi, je suis juriste pénaliste, donc j'ai vocation, dans le cadre de l'examen des rapports qui sont soumis au comité, à leur regarder un peu sur leur caractère processuel. Le rapport ne doit pas comporter des dénonciations inutiles. Le rapport ne doit pas être calomnieux. Les faits révélés ne doivent pas porter atteinte à l'honneur et à la considération des gens. On doit éviter des rapports diffamatoires. Donc, au sein du comité, c'est précisément ce volet qui m'intéresse. Parce que le propre du rapport, c'est que lorsque les membres du comité l'ont validé, il a vocation à être transmis, comme vous l'a dit M. Essian, à l'autorité compétente, mais également le rapport a vocation à être publié. Donc, il faut que les faits soient avérés et que les personnes intéressés par le rapport ou alors pris en compte dans le rapport ne trouvent pas qu'ils ont été soit injustement dénoncés, soit alors diffamés. Donc voilà pourquoi le comité est pluridisciplinaire et chaque spécialiste regarde le rapport en fonction du prisme pour lequel il a été sélectionné dans le cadre de cette mission-là. Je vais me retourner du côté de Mme Kamdem pour lui demander l'observation externe indépendante. Est-ce que cela implique également des individus au-delà des organisations de la société civile? Oui, tel qu'on a présenté le fonctionnement du système tout à l'heure, tout individu peut dénoncer une activité forestière présumée illégale. C'est-à-dire lorsque le fait présumé est identifié, il est envoyé au niveau d'une OSC locale que nous appelons dans le système OSC 1, qui essaie un peu d'examiner la dénonciation et qui transmet une fiche de dénonciation au niveau de la coordination du système, qui essaie d'évaluer la pertinence du fait dénoncé. Et s'il s'avère que le fait est pertinent, on demande à l'OSC local que nous appelons 1 de produire des termes de référence pour conduire une mission d'observation. Et lorsque cette OSC conduit la mission, élabore le rapport, il nous envoie ça au niveau de la coordination. On examine, on envoie au CTE qui examine également, et lorsque le CTE rend son avis commenté, que le rapport est validé, on transmet maintenant à l'autorité compétente et en envoyant une copie à l'OSC, à un autre OSC qui s'appelle l'OSC 3, parce que c'est d'abord passé par un autre OSC qui est l'OSC 2 qui s'occupe de la vérification, et non, nous logeons le CTE dans le processus de vérification. Nous transmettons à une OSC 3 qui doit s'occuper de faire la vérification, le lobbying auprès de l'administration compétente. Donc, pour répondre à votre question, toute personne est capable de pouvoir faire une dénonciation, parce que nous devons tous lutter contre l'exploitation forestière illégale. Alors, Edouard, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour évaluer le rapport de dénonciation, par exemple, dans le cadre du CTE? Merci de cette question. Chaque rapport de CTE a déjà un titre. Le titre est suffisamment évocateur, donc on sait déjà de quoi est-ce qu'il est question dans le rapport. Bon, maintenant, on parcourt le contenu. On parcourt le contenu et on voit si vraiment tous les éléments qui concourent à dénoncer les faits sont réunis, si
les dénonciateurs sont suffisamment protégés, si les faits sont avérés et si les articles de la loi qu'on vient de démettre sont effectivement, il y a enfreinte à la loi ou à la réglementation, et puis on s'assure de la cohérence du rapport avec toutes les preuves de l'illégalité qui sont présumées, comme disait Madame tout à l'heure. Et quel est le rapport oui, allez-y. Donc, sur la base de tous ces éléments, on a des fiches, chaque membre du CTE a une fiche à la fin, après avoir parcouru le rapport, une fiche où on évalue le rapport, où une des questions c'est de dire est-ce que le rapport tel qu'il est présenté est suffisamment cohérent et pertinent pour qu'on le transmette à l'administration compétente. Sinon, puisque dans le CTE, l'auteur du rapport y siège également, l'auteur du rapport peut nous expliquer pourquoi il a dit ceci et non cela, pourquoi cette formulation n'est pas celle appropriée. Et très souvent, dans le CTE, on arrive à trouver la bonne formulation pour que les faits soient clairs pour tous et que les dénonciations calomnieuses soient évitées. Hervé, une fois que les dénonciations arrivent au comité technique, est-ce que le système a la possibilité d'aller vérifier les faits sur le terrain? Oui, exactement. Le système a cette possibilité d'aller vérifier si jamais on se rend compte que les observateurs locaux qui ont eu ceux qui ont été à l'origine du rapport n'ont pas suffisamment documenté. Mais c'est pourquoi également on a pensé d'associer les responsables des organisations qui ont produit le rapport pour que du coup les membres du CTE puissent exactement les interroger pour qu'ils décrivent véritablement ce qui se passe véritablement sur le terrain. Mais si au terme on se rend compte que le contenu n'est pas toujours quelque chose qui puisse refléter la qualité des membres, la coordination peut se mobiliser également pour aller vérifier aussi les informations sur le terrain. Maître, je voudrais m'adresser à vous à présent. Il y a un souci. On a d'un côté le Bureau national de contrôle qui se trouve au ministère des Forêts, pour prendre le ministère des Forêts par exemple, qui fait déjà un travail de contrôle pour vérifier si l'exploitant a respecté le cahier de charge et tout ce qu'on lui demande. Mais il y a maintenant des organisations de la société civile, des individus qui peuvent dénoncer. Quelle est, je vais dire, la pertinence ou si vous voulez, la valeur juridique de ces dénonciations? Monsieur Ndiki, je veux dire, relativement à cette question, qu'il s'agit d'une activité de la société civile. Et la société civile, peut-être contrairement à ce que certains peuvent penser, n'est pas là pour combattre les activités de l'administration. La société civile accompagne l'activité des décideurs de l'administration. Et la société civile, en fonction, chaque organisation de la société civile, en fonction de ses objectifs statutaires, mène ses activités afin de permettre de juguler un certain nombre de lenteurs. Ça veut dire quoi? Dans le domaine des ressources naturelles, je veux préciser qu'il s'agit d'un domaine extrêmement sensible. Il peut arriver que des opérateurs du secteur ne remplissent pas les exigences contenues dans leur cahier de charge et que le temps entre la mobilisation, la saisine de l'administration, la mobilisation de ces éléments et les missions sur le terrain ne permettent pas de saisir les faits à temps. C'est donc dans ce cadre qu'intervient la société civile pour saisir les faits, j'ai envie de dire flagrants, parce que, comme on dit, les faits flagrants, pour les saisir quand ils sont vivants et permettre, les documenter pour permettre à l'administration d'agir. Parce que quelquefois, les zones dans lesquelles les opérateurs opèrent dans le domaine des ressources naturelles est très peu accessible. Maintenant, l'administration elle-même ne donne pas toujours ses démembrements territoriaux de moyens logistiques adéquats pour accéder aux zones d'exploitation des dites ressources. Donc, ce sont les acteurs de la société civile qui, le plus souvent, sont mieux outillés pour pouvoir arriver en temps opportun, au moment où les faits se déroulent, pour pouvoir les constater et
effectivement saisir l'autorité compétente pour lui demander d'agir parce qu'il y a un fait grave. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc il s'agit d'opérations complémentaires, la société civile étant là pour intervenir là où l'administration aurait dû intervenir, mais pour éviter que l'administration n'arrive quand les faits sont pratiquement, j'ai envie de dire, inutilisables. Voilà, donc c'est comme en matière de flagrant délit, où vous devez saisir les faits quand c'est chaud et agir quand c'est chaud. C'est ça la mission, le rôle du système normalisé. Madame Kamdem, ce système, je l'ai annoncé à l'introduction tout à l'heure, est là depuis le mois d'août, ça fait pratiquement 5 mois. Quel est le résultat du travail qui a été abattu jusqu'à aujourd'hui? En fait, je vais rectifier un peu en disant que le système n'est pas là depuis le mois d'août. Il est important de noter que le système avait été développé depuis 2015 par un groupe d'organisations de la société civile active en observation indépendante. Ça a été développé et mis en place. Et aujourd'hui, à partir d'août 2016, il a commencé à être mis en œuvre. Il est passé à une étape de mise en œuvre. Donc, quand nous parlons du projet SNOIE, il s'agit bien du projet de mise en œuvre du SNOIE, dont l'objectif, comme vous l'avez si bien dit au départ, est de contribuer à la mise en œuvre de l'APV-FLECT et à la gestion durable des forêts. Les résultats aujourd'hui, depuis que... Bon, les résultats, c'est important quand même de dire que aujourd'hui, on est à la phase de mise en œuvre. Nous avons, dans le cadre du projet, prévu, pour mieux apprécier l'impact et les résultats du système, prévu de faire une étude de référence sur le niveau d'exploitation forestière illégale dans les zones d'intervention du projet. Lorsqu'on aura fini avec cette étude de baseline qui nous donne la situation de l'illégalité forestière dans les zones d'intervention du projet, après une certaine période, notamment un an après, on pourra réévaluer pour mieux apprécier l'impact de la mise en œuvre du SNOIE dans les zones cibles. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler d'un impact peut-être pas, non, en fait, pas d'impact, mais d'effet. Hein, on peut dire que le système a permis en place qu'il y ait des organisations de la société civile qui harmonisent les approches, qui aujourd'hui mettent en œuvre l'observation indépendante suivant les standards de la norme internationale de qualité, et que progressivement on est en train d'évoluer. Si l'efficacité du SNOIE est assurée, on est dans une démarche de certification qui sera fait au bout de la mise en œuvre du projet. Hervé, cela entraîne également une formation pour les OSCE qui font des dénonciations, parce que comme le disait Edouard tout à l'heure, vous envoyez les dénonciations, si elles ne correspondent pas aux normes, elles vont être rejetées. Oui, exactement. Je dois vous rassurer, Ebenezer, que ce système, déjà même lors de sa conception, avait suscité une formation des organisations qu'on a eu à sélectionner pour pouvoir participer à la conception. Mais dès lors qu'on est arrivé au bout de la conception, à travers le financement d'un projet que FODER menait, on a essayé d'anticiper dans la mise en œuvre, avant la deuxième phase du projet financé par la FAO. Donc, durant cette phase de mise en œuvre, le système a eu à récolter beaucoup de résultats, parmi lesquels des 5 rapports qu'on avait transmis au niveau de la Brigade nationale de contrôle. Oui, 3 rapports ont connu des faits, des descentes de terrain des contrôleurs de la Brigade nationale pour vérifier. Et également, on s'est rendu compte que les faits étaient véritablement tels que mentionnés dans les rapports. Donc les faits étaient véritablement clairs, et ça suscitait également l'ouverture des contentieux vis-à-vis des 3 sociétés que les rapports incriminaient. Également, on a eu 2 lettres d'encouragement venant du ministère des Forêts pour encourager le système dans sa phase de dénonciation, parce qu'on s'est rendu compte que les rapports étaient véritablement documentés, et ça contenait également des preuves tangibles pour pouvoir sanctionner. Également, on s'est rendu compte qu'à travers les conférences de presse qu'on avait organisées dans le cadre de cette anticipation dans la mise en œuvre, on s'est rendu compte que les journaux ou bien les journalistes de la presse nationale avaient produit assez d'articles. On comptait plus de 7 articles et qui étaient relayés au niveau national, et également un article au niveau de la presse en ligne.
Donc voilà un peu comme quelques résultats qu'on a eu dans l'anticipation de la mise en œuvre de ce système. Mais à ce jour, compte tenu de la deuxième phase qui est consacrée plutôt à la mise en œuvre, les résultats sont tels qu'a évoqué Angéline. Edouard Essiane, est-ce que dans le cadre du comité, une fois que le travail est fini, vous le remettez au système? C'est ce que vous disiez tantôt? Absolument. L'étude du rapport, vous le remettez au système? Absolument, absolument. Dès que le comité finit de siéger, chaque membre du comité évalue le rapport et on remet à la coordination du projet tous les rapports avec les fiches d'évaluation pour que le processus suive son cours. Madame Kamdem, est-ce que vous avez des feedbacks lorsque ces rapports vous sont remis et qu'on les envoie au niveau de l'autorité compétente? Est-ce que vous avez quelques feedbacks quand même qui vous satisfont? Bien sûr, on a des feedbacks qui nous satisfont parce que le niveau de relation avec l'administration est assez bon, parce qu'il y a un échange de correspondance entre nos dénonciations et le feedback et le retour de l'administration. Ça se fait constamment. Ce qui fait qu'à chaque fois, on est mis à niveau sur la réaction de l'administration face à nos dénonciations. Et comme Joël l'a dit tout à l'heure, il y a eu certaines dénonciations qui ont abouti à des sanctions vis-à-vis de certaines entreprises forestières, et ça nous va tout droit au cœur, nous, les organisations de la société civile, qui nous activons tous les jours à vouloir que la gouvernance forestière soit améliorée et que la gestion durable soit effective. Vous avez décidé, Joël, de parler d'un système harmonisé. J'imagine que toutes les OSE qui participent dans la dénonciation ne font peut-être pas encore partie. Quel est le niveau de collaboration avec les autres? Oui, déjà, comme on disait, c'est l'approche innovante du système normalisé d'observation indépendante externe. C'est quand même quelque chose qui est nouvelle. Déjà, le système, et cette conception, la conception du système arrive quand d'autres organisations faisaient l'observation indépendante externe. Donc, à ce jour, pour répondre précisément à votre question, c'est vrai que ce n'est pas toutes les organisations de la société civile qui font l'observation indépendante externe qui adhèrent déjà au système, mais on a déjà quand même plus de 5 organisations qui adhèrent au système et qui respectent les procédures du système. Mais maintenant, notre souci, c'est davantage encourager ceux qui n'utilisent pas déjà, ou ceux qui ne croient pas déjà à la vision du système, de pouvoir nous rejoindre afin qu'on puisse harmoniser l'approche du système. Parce que déjà, au travers des résultats que je vous ai évoqués dans mes propos tout à l'heure, on s'est rendu compte que cette approche a des résultats saillants. Et les organisations qui font l'observation indépendante et qui n'appliquent pas les procédures ou bien n'utilisent pas les outils développés dans le cadre de ce système, ils seront en retard. Donc notre souci, ce n'est pas de faire la course entre ceux qui adhèrent et ceux qui n'adhèrent pas. Notre souci, c'est susciter l'ensemble des organisations de la société civile à adhérer autour de ce système afin qu'ensemble, l'approche de l'observation indépendante externe au Cameroun soit harmonisée. Maître, on a parlé de la protection des dénonciateurs tout à l'heure, mais il y a également ceux qui sont dénoncés. Comment on arrive à protéger tout ce monde-là? Pourtant, il y a une infraction qui a été commise. La protection des dénonciateurs, dans le cadre du comité technique, s'opère suivant la procédure mise en place par la coordination du système normalisé. Donc, ils ont mis en place une technique de protection des dénonciateurs qui consiste à garder par devers eux des informations concernant l'identité de celles et de ceux qui procèdent à la dénonciation et de pouvoir nous délivrer les rapports hors éléments d'identification des dites personnes. Voilà comment la coordination procède. Madame Kamdem, quelles sont les régions dans lesquelles se déploie le système? Ok, il faut dire que le système a été conçu pour se déployer dans toutes les régions forestières du Cameroun. Mais aujourd'hui, à la phase de mise en œuvre du système dans le cadre du projet SNOIE, on a ciblé 2 régions, notamment l'Est, dans les arrondissements de Messamena et de Mindoro. On a également ciblé le Sud, dans le département de l'Océan, arrondissement de Lokoundje, d'Akom, de Kribi 1er et de Kribi 2e. Mais ça n'empêche que c'est des arrondissements ciblés par le projet. Oui. Mais rien n'empêche que le système puisse être déployé dans tout le territoire camerounais, parce que l'idée du système, ce n'est pas seulement de toucher l'exploitation forestière. L'idée, c'est que le système puisse se déployer
dans l'exploitation des ressources naturelles en général. Mais on a d'abord commencé par le secteur forestier. On va progressivement nous étendre dans la gestion de toutes les ressources naturelles et également sur des autres secteurs comme le tourisme, l'eau, la pêche, l'agriculture. Est-ce que ce système que vous êtes en train de déployer ces derniers temps a un projet limité ou alors il va être pérennisé? Le projet SNOIE, financé par le programme UFAO FLECT, est fait pour une durée de 14 mois. Mais à la fin du projet, le système n'entend pas s'arrêter. Le système va continuer à se déployer, peut-être être récupéré par d'autres projets qui vont apporter le financement pour que cela continue de se déployer. Mais dans le projet dans le cadre duquel nous effectuons cette émission est fait pour être mis en œuvre pendant 14 mois dans les 2 régions que je viens de citer. Je me retourne maintenant vers Edouard pour lui demander combien de temps est-ce que vous avez dans le cadre du comité, combien de temps pour pouvoir rendre, vos copies lorsque vous recevez les rapports de dénonciation? On reçoit les rapports peut-être une semaine avant la session. La session, elle se réunit en une journée. On a une journée où on se retrouve tous au sein du comité et chacun avec et le président. Maître a souvent joué le rôle du président et il en est très fier. Où on demande à chaque membre de commenter le contenu des différents rapports qu'on a reçus. Et après les commentaires, on échange, chacun fait ses observations, on échange et chaque membre remplit la fiche d'évaluation du rapport. Donc, on peut dire, en moyenne, on a une semaine pour évaluer ces rapports par membre. Maître, vous êtes juriste. Est-ce que ces rapports peuvent aussi souffrir d'une contre-expertise? Je crois que le principe du rapport, c'est que il n'a pas vocation à éviter le contradictoire. Effectivement, c'est un rapport et comme ce rapport est transmis à l'autorité compétente, quand l'autorité compétente fait une descente sur le terrain, les membres de l'administration peuvent également, sur la base de notre rapport, faire leur propre rapport pour édifier les responsables politiques. Donc c'est déjà une contre-expertise. Ensuite, les personnes qui estimeraient être dénoncées au travers du rapport peuvent toujours demander une contre-expertise. Donc voilà, c'est un droit qui leur est reconnu. Le principe discursif du rapport n'est pas mis en cause. Les experts au sein du comité veulent s'assurer que les faits sont pertinents et que l'analyse de ces faits tels que décrits dans le rapport respecte les règles que la coordination a mis en place pour l'établissement des 10 rapports. Et les membres du comité doivent s'assurer, chacun en fonction de son expertise, que dans son secteur, le prisme sur lequel regarde le rapport est conforme à ce qu'on attend d'un expert, parce que c'est un travail d'expert. Voilà. Et puis, lors des sessions du comité, les membres ayant déjà chacun examiné le rapport, procèdent quand même à des recommandations en ce qui le concerne. C'est-à-dire, puisque le rapporteur assiste au comité, donc on leur fait des recommandations pour dire ici, le comité ne peut pas valider telle chose pour telle ou telle autre raison. Et cette raison étant soumise à la discussion des membres du comité, on adopte une résolution, une recommandation qui est transmise directement à celui qui a fait le rapport. On lui dit, au lieu de si, vous aurez dû plutôt mettre cela. Le comité ne veut pas si, il est préférable que ce soit plutôt présenté ainsi. Parce que c'est après l'intégration de toutes ces observations du comité que le rapport peut être transmis à l'autorité administrative. Madame Kamdem, c'est un système qui vient dénoncer des pratiques, on va dire, présumées illégales. Comment est-ce que vous êtes accueillis par ceux justement qui sont dénoncés?
Il faut dire que c'est pas toujours très facile parce que d'abord il faut que les gens comprennent très bien comment fonctionne le système. Nous, on n'est pas là pour sanctionner les gens. On est là pour amener les gens à pouvoir améliorer leurs pratiques de gestion forestière. Parce que aujourd'hui, depuis que le Cameroun a signé les accords de partenariat volontaire, l'idée c'est que tous les bois qui partent du Cameroun pour le marché de l'Union européenne soient des bois qui respectent certaines exigences de l'égalité. Ça fait que des entreprises qui sont inscrites dans cette démarche-là peuvent facilement améliorer leur image de marque, même au niveau du marché extérieur. Donc le SNOIE n'est pas là pour brimer les gens, n'est pas là pour sanctionner les gens, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'exploitation forestière est un maillon très important de l'économie du Cameroun. Si maintenant on sanctionne et que tous les exploitants, qu'il n'y a plus exploitation, la contribution que ça apporte dans le produit intérieur brut, il n'y aura plus. Donc l'idée pour nous, c'est que les gens, en exploitant, puissent améliorer leurs pratiques en respectant les exigences de l'égalité prévues par l'accord de partenariat volontaire que nous avons signé avec l'Union européenne. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas toujours très vite bien perçu, mais plus nous communiquons, nous améliorons la manière de communiquer sur le système, les gens adhèrent progressivement. Il y a des entreprises forestières qui commencent déjà à comprendre et adhèrent progressivement au système, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Comment les uns et les autres vous évaluez le système normalisé d'observation indépendante et externe? Je vais commencer par Maître. Monsieur Ndiki, c'est une question délicate parce que le système normalisé, nous ne sommes peut-être pas compétents pour l'évaluer, en tout cas en ce qui me concerne. Moi, je viens participer à un comité pour examiner des rapports. Maintenant, les autres organisations qui sont intéressées par le système normalisé, c'est à eux d'évaluer le système normalisé. C'est pas l'évaluation du système normalisé, c'est vraiment pas la chose qui m'intéresse. Moi, je viens à un comité pour donner mon appréciation d'un rapport sur l'exploitation, sur des faits présumés illégaux observés dans le cadre de l'exploitation forestière. Voilà, je vous remercie. N'empêche, vous faites partie de la coordination, mais vous pouvez quand même jeter un coup d'œil sur votre propre travail. Oui, c'est toujours nécessaire de s'auto-évaluer parfois pour se rassurer si on avance ou pas. Pour répondre à votre question, je vais essayer de faire recours au rapport d'audit qu'on a obtenu après la conception de ce système. Comme je vous l'ai dit, c'est un système qui s'adosse sur une norme internationale qui avait une activité qui consistait à auditer l'ensemble du système, les processus, les procédures également, pour se rassurer si ça respecte les exigences de la norme ISO. En me référant à ce document, je peux vous le dire sans embâche que le système avance, les performances tant souhaitées depuis la conception de ce système avancent véritablement. Sinon, on ne devrait pas avoir les résultats que je vous ai prévus tout à l'heure. Et nous ne nous limitons pas à ça. Le système s'inscrit aussi dans une démarche d'amélioration continue. On s'est dit on peut encore faire mieux, de manière à ce qu'on puisse arriver un jour à ce qu'à chaque fois qu'on produit un rapport, que l'administration puisse sanctionner. Donc voilà le défi qu'on a aujourd'hui. Edouard Estienne. Ok. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est un sentiment qui m'est personnel. Je ne sais pas si c'est comme ça que le système est perçu par tous. Je pense que c'est très intéressant parce qu'on est ici dans un secteur où il y a des acteurs avec des intérêts très divergents. Donc, quand on a des organisations de la société civile qui sont très proches des populations, qui sont très souvent victimes de ces actions-là. Ces populations-là ont un moyen très rapide de faire remonter une information d'activité présumée illégale à la haute hiérarchie, parce que l'administration n'est pas toujours là, et comme Maître l'a dit, et on a un système qui permet maintenant de faire remonter l'information à temps réel, et puis il y a une réaction de l'administration qui suit. L'autre aspect de ça, c'est que les acteurs de l'activité forestière sont de plus en plus prudents, parce qu'on ne sait pas à quel moment l'information ira au niveau de la hiérarchie. Donc il y a un volet pédagogique de ce système qu'il faut absolument, et je suis sûr que quand on va faire
des audits ou l'évaluation de ces systèmes, on verra que les exploitants forestiers deviennent de plus en plus prudents par rapport à leurs pratiques sur le terrain. Madame Kamdem, évaluez-vous vous-même? Ça, c'est une question. L'évaluation ne peut être que positive parce que nous travaillons au quotidien pour que le système soit mis en marche. Nous travaillons à l'efficacité du système, mais ce qui est important, surtout pour nous, c'est que toutes les parties prenantes puissent adhérer au système. Et nous y travaillons à travers un système de communication que nous avons mis en place. Parce que l'idée pour nous, c'est qu'à terme, ce soit un système qui soit accepté par tous et qui puisse se déployer même au-delà du secteur forestier, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ce soit quelque chose de bien pour tous les sectoriels, pouvoir permettre d'améliorer les pratiques et de conduire des activités en s'appuyant sur une norme internationale de qualité. Madame, Monsieur, c'est donc ici que s'achève ce programme. J'ai bénéficié de la collaboration de Maître Patrice Tchapem. Voilà, il est avocat au barreau du Cameroun. C'est un expert en droit pénal. Madame Modjo Angéline Kamdem, elle est membre, bien entendu, membre de la coordination du système. Il y a le chercheur Edouard Essian, également du CIFOR, c'est le Centre international en agroforesterie. Et enfin, bien entendu, notre patron Iso, je vais l'appeler ainsi, le patron de NERM, c'est Hervé Joël Numpen. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation de la radio Tchémini Scianto pour parler de ce sujet. Voilà, Tumbalaloba, Diboy, Diboma, ces petits pays donc qui chantent là. Il ne nous reste plus assez de temps pour ce programme ce matin. Je voulais quand même rappeler aux auditeurs qu'en Côte d'Ivoire, les têtes sont tombées après la mutinerie de la semaine dernière. Lassane Ouattara a donc limogé le chef d'état-major des armées, il a limogé le directeur général de la gendarmerie et bien entendu le patron de la police ont été remerciés. Tandis que Guillaume Soro de son côté a été réélu à la tête de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. On attend aujourd'hui vraisemblablement la désignation du vice-président parce que la nouvelle constitution a donc été, je ne vais pas dire plébiscitée, mais elle a été favorable, elle a été votée par le peuple ivoirien tout récemment. Bref, beaucoup de choses vont changer dans ce pays, comme quoi les militaires qui ont manifesté, certainement le président Alassane Ouattara a pensé qu'il y avait certainement des gens qui n'ont pas fait leur travail. Il a accepté les conditions posées par les militaires et il a limogé les responsables. Vous êtes toujours à l'écoute de Scientou Podium. Il nous reste environ, je crois, quelque chose comme 4 minutes. 4 minutes. Voilà, 4 minutes. Donc, pour nous en aller, je ne sais pas si Vanessa avait quelque chose de particulier à vous dire, mais cependant... Well, I was thinking of the Northwest and Southwest regions. You know, the ghost towns continue. Yesterday, the teachers' trade unions published a communique in which they said... activities must resume in Bamenda. But schools cannot resume because their revendications have not yet been attended to. So the situation that way remains very tense. And on social media, people are taking liberties, to threaten persons who would go for dialogue. For example, traditional chiefs, we have traditional chiefs who are being threatened because some of them met with members of the government over the weekend, and others are threatened that should they sit on the negotiation table with members of the government, they will have it the hard way. So I think all of that should stop. It is either we want dialogue, we want things fixed, or we don't want things fixed. How can we be claiming we want dialogue, we want things to change, but yet we don't want people to go for il ne faut pas qu'on ça débouche. Oui, tout à fait. So je crois que c'est une situation assez délicate quand même parce que moi personnellement, je pense aux enfants qui ne vont pas à l'école. Je ne sais pas comment ça va se passer à la fin de l'année parce que voilà pratiquement tout un trimestre qui est perdu par ces enfants. Jusqu'à présent, ils ne reprennent toujours pas l'école. Comment le gouvernement va-t-il gérer cette situation à la fin de l'année? Allons nous retrouver avec des enfants d'un côté qui passent en classe supérieure, qui ont leurs examens, et de l'autre des enfants qui n'auraient pas eu tout le programme nécessaire, le programme scolaire au cours de cette année scolaire. Tout cela est gênant et c'est pour cette raison que nous prions une fois de plus tous ceux qui ont la possibilité de faire avancer les choses, qu'ils mettent tout en œuvre, qu'ils sortent, qu'ils ne ménagent aucun effort pour pouvoir déboucher sur une solution durable et pacifique de cette crise.
Mesdames, Messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci beaucoup de nous avoir accordé vos douces et délicates oreilles. Depuis 7 heures passées de 30 minutes ce matin, nous sommes ensemble. Suzanne Lucha, comme vous le savez, est à la partie technique. La police d'antenne est assurée ce matin par Rigobert Dassi dans ce studio. Une charmante femme, parfaitement bilingue. Je dois vous avouer que je l'envie, hein, vraiment, je l'envie beaucoup. Elle s'appelle... Tu es également bilingue, donc ne me fais pas. Je crois pas. Il faut pas mentir les auditeurs, je crois pas. Il faut pas faire qu'un jour un auditeur parle en anglais et me pose la question, je suis incapable de pouvoir lui répondre. Non, mais tu le prouves heureusement, chaque jour à heureusement que tu es là pour me tirer d'affaire. Voilà, Vanessa Mafouken et moi-même, Ebenezer Diki, nous vous disons un grand merci. Demain est un autre jour. Nous serons encore là, 7h30. On ne manquera pas. Et bien entendu, s'il plaît à Dieu, parce que c'est grâce à lui que nous avons la santé, nous avons le souffle. Nous serons donc là. Mais surtout, ne quittez pas, parce que dans une petite dizaine de minutes, vous serez en compagnie d'Eri Boniface Tuake et Serge Ami Bikoy, qui lui aussi est rétabli, parce qu'il faut souligner qu'il était malade. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu suivre Polycam samedi, mais également vous n'avez pas suivi hier à 4S. Ils sont là. Ils seront donc là à partir de 10h pour 4S. Mais quant à nous, on vous dit allez, bonne journée, bye bye.